Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première conférence du cycle sur l'histoire de la folie et de la psychiatrie, et particulièrement heureuse dans ce cadre d'accueillir Charles Conreich, qui est professeur de psychiatre, professeur de psychiatrie à l'ULB et également chef de service à l'hôpital Bruckmann, et qui va un peu nous expliquer aujourd'hui ce qu'on connaît vraiment en psychiatrie. Voilà, je lui donne tout de suite la parole. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, voilà, je vais le faire comme je le sens, donc il y aura une partie d'improvisation, parce qu'il y a tellement à dire, évidemment, pour ce sujet, que on va voir un petit peu où ça nous emporte. Alors, on pourrait en fait terminer assez rapidement la conférence en disant, en répondant à la question, pas grand-chose, et on pourrait s'arrêter là, mais on va quand même essayer de développer. Alors d'abord, je vais expliquer pourquoi c'est un thème qui m'a intéressé. C'est parce que j'ai eu 60 ans il y a maintenant 1 an et demi, et après avoir fait de la psychiatrie pendant finalement toute ma vie professionnelle, j'ai été pris d'angoisse existentielle en me demandant, mais finalement, est-ce que tout ce qu'on raconte, ça a un sens? Alors je m'empresse de dire, j'ai l'impression que on aide quand même des patients, qu'il y a des gens qui vont mieux, qui nous disent qu'ils sont contents, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas contents, mais enfin, voilà. Donc, mais est-ce que vraiment ça repose sur quelque chose de solide? Et cette question, c'était aussi liée au fait qu'au fil des années, puisque j'ai commencé les années 80, j'ai vu défiler des tas d'idées et des tas de concepts, et on va en discuter un petit peu, mais beaucoup de ces concepts qui semblaient très enthousiasmants, en fait, se sont écroulés au cours du temps. Donc il y a ce qu'on appelle une crise de la réplication. C'est pas que en psychiatrie ou en psychologie, hein, c'est dans les sciences en général, mais particulièrement dans les sciences, dans les humanities, on va dire, dans les sciences sociales. Et on se rend compte que beaucoup de choses auxquelles on croyait ne sont pas étayées. Alors je vais d'abord dire voilà un éditorial qui déjà m'avait marqué en 2009. L'American Journal of Psychiatry, c'est une très grosse revue, et là-dedans il y avait un cri un peu désespéré en disant pourquoi est-ce que c'est une spécialité difficile, et il disait parce que finalement il y a tellement de choses qui jouent. Il y a l'influence de la génétique, de l'environnement, de la société, de la culture, et voilà, et on ne sait jamais dire très bien à quoi est dû tel problème, et quand il y a quelque chose qui marche, on ne sait pas très bien pourquoi non plus, et enfin voilà, c'est une spécialité un peu compliquée pour ça, quoi. Alors, on va commencer par un peu d'histoire, mais probablement ça va être repris dans les conférences suivantes, mais un peu d'histoire simple pour dire que pourquoi est-ce qu'il y a une psychiatrie, quoi? Pourquoi est-ce que ça s'est développé? Et on ne peut pas l'extraire de conditions historiques, parce que la question de la folie ou de la maladie mentale, évidemment, ne se posait pas du tout de la même manière il y a quelques siècles qu'à partir du 19e ou actuellement. C'est en fait parce qu'il y a eu le développement des sciences et de la médecine que la psychiatrie a quitté la sphère magico-religieuse, les explications magico-religieuses, pour aller vers un domaine médical. Et pour avoir une légitimité au point de vue médical, en fait, il a fallu montrer que on avait des éléments reproductibles, qu'on avait des éléments qui permettaient de catégoriser. Et c'est ce que a fait Émile Kraepelin, donc au 19e. C'est un peu le père fondateur, on va dire, de la psychiatrie, parce que il a d'une part montré qu'il y avait des pathologies différentes, qu'il y avait des évolutions différentes, et alors c'est
les ancêtres de la schizophrénie, donc la maladie psychiatrique par excellence, la folie, etc. Donc, qu'il a appelé dementia précoce, c'est-à-dire des gens qui, dès leur jeune âge, montraient un déclin des facultés mentales. Et puis, l'ancêtre de la bipolarité, des personnes qui changeaient au fil du temps, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où ils étaient dépressifs, des moments où ils étaient en phase haute, maniaque, et que la même personne avait des visages complètement différents. Et ce qui a permis la fondation de la psychiatrie en tant que spécialité, c'est que Kraepelin est allé, donc il avait évidemment accès à il travaillait dans des asiles. Alors les asiles, la population des asiles à l'époque, c'était pas tout à fait la même chose que maintenant. Il y avait beaucoup de problèmes d'alcoolisme au dernier degré, enfin de gens qui présentaient des démences alcooliques. Et puis il y avait la neurosyphilis qui a fait des ravages. Mais il y avait aussi la population qui probablement ressemble à une population actuelle avec les schizophrènes, les bipolaires, etc. Et il avait été en Indonésie. Alors l'Indonésie, je pense, ça devait être l'époque où c'était une colonie hollandaise. Et en fait, il avait vu qu'il y avait le même type de patients en Indonésie et en Allemagne, et donc l'universalité des symptômes dans des cultures complètement différentes, dans des lieux complètement différents, lui permettait de dire qu'il y avait vraiment matière à les décrire comme des maladies et faire rentrer alors dans le champ de la médecine. Donc ça, c'est une chose. Vous allez voir, je suis un peu bavard, il va falloir que je choisisse ce que je dis. Donc ça, c'est pour la partie psychiatrique dure, je dirais. Mais à côté de ça, il y a aussi au 19e, aussi au 19e, il y a la psychologie qui apparaît. Et dans la psychologie, la question de l'intérieur de soi. Donc, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut définir la personne humaine, qu'est-ce qui se passe dans sa vie mentale. Donc il y a eu tous les ancêtres, on va dire, des psychothérapies qui se sont développés à ce moment-là. Ces ancêtres des psychothérapies, alors j'en parle parce que, comme je disais, Anne, je viens de terminer 2 articles là-dessus. Ben, en général, on fait remonter ça à Mesmer. Anton Mesmer était... Oui, donc petit souci de... Anton Mesmer, donc, est connu pour avoir développé ce qui s'appelle le mesmérisme, c'est-à-dire une sorte d'hypnose. En fait, dans les descriptions que j'ai lues, il proposait à des gens qui avaient des tas de symptômes qu'on pourrait dire non spécifiques, c'est-à-dire ils avaient des maux de tête, des maux d'estomac, ils étaient un peu irritables, dormaient mal, enfin bon, voilà. Et il leur proposait des cures où il les mettait dans des bacs d'eau avec des aimants. Et ce qu'il disait, c'est que ces aimants permettaient de faire parcourir mieux le fluide magnétique que nous avons chacun en nous, et donc ça permettait aux gens d'aller mieux. Et alors ils dansaient autour des bacs d'eau en robe lilas. Donc ça, c'est les descriptions que j'ai lues. Et puis donc toute la société upper class viennoise se précipitait à ces cures magnétiques. Et puis elles ont évolué un petit peu avec le temps parce que les aimants ont fini par disparaître, et puis c'est devenu de la position des mains. Mais donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a été développé ces traitements à Paris après, là il s'est fait quelques inimitiés donc de personnes qui se sont dit mais c'est un charlatan, quoi. Et Louis XVI a mis en place la première commission d'enquête qui est, je pense, la première étude contrôlée de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une étude où on a proposé aux personnes
de soit suivre la cure mesmérisante classique avec des aimants, etc., soit en fait des faux aimants. Donc il n'y avait pas d'aimants, ou c'était des simples cailloux, etc. Et les résultats, si vous voulez, étaient les mêmes dans les deux groupes. Donc il n'y avait pas de différence, les gens s'amélioraient, donc ça c'était très bien, mais en fait, qu'il y ait des aimants ou qu'il n'y ait pas d'aimants, ça ne changeait rien du tout. Et Mesmer a eu des ennuis. Alors, pas parce qu'on lui a reproché... Donc, il a eu des ennuis, pas parce qu'on lui a reproché que ça ne marchait pas, en fait ça fonctionnait, les gens étaient très contents, ils avaient une amélioration des symptômes, mais parce que l'explication qu'il donnait, de pourquoi ça fonctionnait, n'était pas scientifique, n'était pas bonne. Alors, le mesmérisme est passé aux États-Unis avec Charles Poyen et a eu énormément de succès là-bas. Alors, de nouveau, je raconte pas mal d'anecdotes, mais j'avais été, avant mes études de médecine, à la fin de l'Athénée, mes parents avaient été au Canada pendant 2 ans, et j'avais été là, et j'allumais la télé canadienne, et je trouvais ça fascinant. Notamment, il y avait une émission qui était... je regardais cette télévision, et alors il y avait des émissions qui étaient des émissions de semi-religieuses, donc où il y avait, on amenait à aller de manière caricaturale quelqu'un en chaise roulante, et puis toute la communauté se regroupait au-dessus, et puis il y avait une espèce de guérisseur, enfin de prêtre guérisseur qui criait « heal, heal, guéri, guéri » ou quelque chose comme ça, et toute la communauté applaudissait « oui, heal », et puis alors on voyait finalement le patient qui se levait de sa chaise roulante. Et en fait, c'était dans les années 80, et c'est un rejeton du mesmérisme, quoi, hein, c'est-à-dire de l'effet placebo. Hein, donc fondamentalement l'effet placebo, c'est-à-dire du fait que l'attente, l'espoir et la suggestion peuvent avoir un impact sur la santé des gens, leur santé psychologique, mais aussi leur santé physique, etc. Bon. Donc, ce mesmérisme, c'est en fait l'ancêtre des psychothérapies, hein, et il ne pouvait naître que dans un contexte, de nouveau, où la science, où les explications scientifiques sont venues remplacer les explications religieuses. Alors, aussi, au fil du temps, la psychologie et plus tard la psychiatrie n'ont plus se développer que parce que la conception de l'individu s'est modifiée. Par exemple, pour qu'il y ait une école psychothérapeutique qui voit le jour, ou une pensée psychothérapeutique qui voit le jour, il faut imaginer que les individus ont un soi, ont un intérieur qui dépend d'eux. Hein, c'est-à-dire et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Par exemple, chez les Grecs, enfin anciens, les humains sont agis par les dieux. Ils ont Athéna lui envoie le sommeil ou l'apaisement. Donc la conception de l'individu est complètement différente. J'ai lu un bouquin qui était fort intéressant de Vincent de Corbidère sur le moi au Moyen-Âge. Le moi au Moyen-Âge n'existe pas. C'est un moi communautaire, c'est-à-dire l'individu est placé dans des hiérarchies féodales, de la même manière que même au ciel, il y a des hiérarchies entre les dieux, les anges, etc. Enfin, l'individu est catégorisé selon sa place dans cette superstructure, mais il n'y a pas un individu qui est quelqu'un qui a des buts, des valeurs, comme actuellement dans tout ce qui est développement personnel, qui a un soi merveilleux, c'est-à-dire qui est un soi qui peut se déployer, qui a des tas de potentialités, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la psychothérapie
a évolué au 19e, bien sûr, il y a Freud, la fin du 19e, mais n'a pu que se développer que dans un contexte où l'individu était là, et dans un contexte aussi où l'individu a été considéré par pas mal de courants psychothérapeutiques comme ayant une autonomie de décision, et pas uniquement dans une communauté. Et ça, c'est concomitant, par exemple, de l'urbanisation, de l'industrialisation, d'énormes modifications d'organisation de la société. Bon, alors, je me suis égaré, mais voilà, c'est pour dire, parallèlement, il y a la psychiatrie avec l'idée de maladie, et qui sont plus liées au fait que les gens sont ensorcelés ou qu'ils ont fait quelque chose de mal et puis Dieu les a punis, ou enfin voilà. Et puis il y a tout ce courant psychothérapeutique qui ne peut se développer que parce qu'il y a un individu qui possède un soi. Voilà. Alors, on va sauter un peu dans le temps, et vous expliquer les angoisses existentielles des psychiatres. En fait, en 73, donc vous avez une étude qui fait beaucoup de bruit, qui est celle de Rosenan, et publiée dans Science, c'est quand même une des plus grosses revues scientifiques. Et en quoi est-ce qu'elle consiste ? Elle consiste en le fait que Rosenan, dans l'article, décrit qu'il envoie et lui-même des personnes qui sont parfaitement saines d'esprit, ils envoient dans des structures psychiatriques, et ces personnes disent qu'elles ont des hallucinations, qu'elles entendent des voix, etc. Et puis on les hospitalise en psychiatrie, et puis ils ne peuvent plus sortir, quoi. Ils ont beau dire à l'intérieur qu'ils sont normaux, en fait on les laisse plus sortir, on dit ben non, voilà, ils sont fous. Donc, le message principal de Rosenan, alors il y a un deuxième volet où les gens disent ben, c'est pas sérieux, et il dit ben, je vais vous envoyer des faux patients, on va voir si vous savez les détecter. Et puis il n'en envoie pas en fait, et les structures psychiatriques identifient des faux patients qui sont en fait des vrais patients. Enfin bon, donc, son message principal à travers cet article, c'est de dire en fait la psychiatrie, c'est pas voilà, c'est pas scientifique, ça repose sur rien du tout, ces diagnostics ne savent pas être étayés, voilà. Donc c'est assez dévastateur pour la psychiatrie. Et le film qui suit, qui est Vol au-dessus de notre nid de coucou, qui apparaît en 76, je pense, et qui a eu un Oscar, en fait avec ici Jack Nicholson, est une conséquence directe de l'article de Rosenan. Parce que dans Vol au-dessus de notre nid de coucou, c'est précisément la même histoire. C'est-à-dire vous avez Jack Nicholson qui est un criminel, quoi, hein, il a violé quelqu'un, il se fait passer pour fou pour échapper à la prison, mais il se fait passer pour fou, parce que c'est facile de se faire passer pour fou, et personne ne peut détecter qu'il n'est pas fou. Donc il rentre dans cette structure asilaire, et la psychiatrie est décrite comme horrible, comme Rosenan l'avait fait d'ailleurs, c'est-à-dire un système semi-carcéral terrifiant, où en fait les personnes sont bourrées de médicaments, doivent suivre les ordres d'une infirmière qui a une main de fer dans un gant de fer, et puis quand on se révolte un petit peu, un peu d'électrochoc pour leur apprendre à vivre, et puis comme Jack Nicholson continue à se révolter et qu'il entraîne les autres, une lobotomie, ça lui fera un peu de bien pour le calmer. Et donc, voilà, ça c'est l'image de la psychiatrie qui est présente. Et c'est une image qui est tout à fait explicable, donc une image très négative qui est complètement explicable par l'histoire aussi, c'est-à-dire une histoire terrible, où en fait les deux totalitarismes principaux du XXe siècle ont chacun, à leur manière,
utiliser la psychiatrie dans des buts totalitaires, dans des buts ici, évidemment, l'Allemagne nazie dans un but d'extermination, donc c'est-à-dire l'idée que les maladies mentales étaient héréditaires impliquait pour les nazis qu'il fallait purifier le sang du peuple en enlevant, en tuant les personnes qui avaient des maladies mentales. Et donc il y a eu tout un programme d'extermination spécifique, que vous connaissez peut-être, d'extermination des malades mentaux qui étaient enlevés à leur famille, puis qui disparaissaient, puis quand les familles s'inquiétaient, on ne savait pas très bien où ils étaient, enfin il n'y avait pas vraiment de réponse, mais ils étaient exterminés. C'était de l'autre côté, de l'autre grand totalitarisme. Donc, du côté du totalitarisme nazi, les gens étaient exterminés parce que il y avait la conception, c'était que leur gène contaminait le corps social. Et dans l'autre grand totalitarisme, c'est donc du côté nazi, tout est inné. Ça dépend du sang, de l'hérédité, et de l'autre côté, tout est acquis, mais ça veut dire que des gens qui n'ont pas été bien éduqués, ou qui viennent ou qui contestent le pouvoir communiste, sont par définition fous, puisque le pouvoir communiste, c'est le paradis sur terre, donc il faut être complètement malade pour être en opposition, et donc étaient mis dans des asiles psychiatriques de sinistre réputation, où ils étaient neuroleptisés, où ils finissaient par vraiment devenir pas bien du tout, et où ils mouraient en grand nombre également. Donc au fond, quel que soit le totalitarisme, tout est inné ou tout est acquis, ça donnait à peu près les mêmes résultats. Alors aussi, quand je vous ai parlé d'Émile Kraepelin, donc Émile Kraepelin qui était allé en Indonésie, je vous avais dit il avait réussi à fonder une spécialité médicale, la psychiatrie, sur base du fait qu'il existait des maladies spécifiques, identifiables, qui étaient les mêmes partout dans le monde, et puis qui avaient des décours différents. Et c'est contesté donc par une partie des psychiatres qui constatent qu'en fait, il y a des points communs, c'est-à-dire qu'on va retrouver chez beaucoup de personnes qui ont des problèmes psychiatriques, quelle que soit la présentation, on va retrouver une histoire traumatique, ils ont eu des violences, par exemple en enfant, ils ont vécu des conditions horribles, etc. Et il dit finalement, c'est juste une question de quantité de symptômes, mais les causes, fondamentalement, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, elles sont des causes traumatiques. Et le mouvement antipsychiatrique qui se développe, on peut le comprendre suite à ce que je vous ai expliqué sur ces grands totalitarismes, donc que même la psychiatrie n'avait pas une très belle réputation. Et puis ça a continué après la Deuxième Guerre mondiale, notamment aux États-Unis, avec... enfin, ça serait trop long d'en parler, mais toutes sortes d'expériences visant à faire ce qu'on appelait du lavage de cerveau, mais en gros, on voulait reprogrammer les personnes. Il y a eu tout un mouvement assez horrible qui était financé par les services secrets américains à l'époque, qui était terrible. Il y a eu l'histoire des lobotomies qui a continué après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a vraiment un historique difficile. Et le mouvement antipsychiatrique, alors, apparaît dans les années 50-60, et ce qu'ils disent en gros, j'ai mis, mais il y a, disons, deux grandes écoles. Une école qui rejoint Menninger, qui dit finalement, si les gens ne vont pas bien, c'est parce que leur vie est horrible. Et donc, finalement, c'est la société qui est responsable la société au sens large, qui est responsable
de leurs problèmes. La société ou les parents, ou enfin bon, voilà. Et puis un courant encore plus extrême qui dit, mais ça, en fait, non, ça n'existe pas. Tout simplement, les maladies mentales n'existent pas. C'est un label qui est mis sur des gens. C'est une construction sociale, et c'est une construction sociale qui vise à éliminer ou à mettre de côté des gens qui sont un peu différents. Et dans ce courant antipsychiatrique, si vous écoutez bien la chanson que j'aime beaucoup d'ailleurs des Beatles, The Fool on the Hill, vous avez exactement une synthèse de ce que pense ce mouvement, c'est-à-dire le fou sur la colline, il voit le soleil qui descend et il est là, il regarde le soleil qui passe, etc. Et en fait, à un certain moment de la chanson, ils disent, mais en gros, les gens disent qu'il est fou, mais en fait, c'est pas vrai, c'est inversé, c'est les autres qui sont fous, ils s'agitent comme ça dans la vie et tout ça, alors que lui, il est un peu contemplatif, il est sage, etc. Voilà. Donc c'est une version romantique du fou. Voilà. Donc, en fait, le fou est le sage et il a accès à des choses auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès, et il est en contact avec une créativité particulière, des pensées spéciales, et tout ça dans un joyeux mouvement où il y a la prise de drogue, par exemple, qui nous fait arriver dans ces états potentiellement, etc. Voilà. Donc, la crise, pour se dire que la crise de la psychiatrie est profonde, puisque cette crise vient de plusieurs endroits. D'une part, d'un passé horrible, qui est un passé vraiment de coercition sociale, d'élimination, de mise de côté, et d'autre part, de gens qui disent, mais votre truc ne repose sur rien, vous n'avez pas d'éléments, des diagnostics permettant d'affirmer que telle personne est normale ou pas normale, etc. Enfin, voilà. Bon. D'où la définition que j'ai mise de la maladie mentale. Quiconque va voir un psychiatrie devrait se faire examiner, quoi. Est fou parce qu'il faut être fou pour aller voir un psychiatre, parce que tout ça repose sur rien du tout. Et voilà. Alors, dans la foulée de cette histoire, il y a cette question de légitimité qui apparaît, et il y a un énorme mouvement qui est présent à partir de la fin des années 70, début des années 80. J'ai mis sauver la psychiatrie, mais qui est essayons d'aboutir à une catégorisation qui permette aux gens de se mettre d'accord et de dire qu'on décrit bien la même chose, quoi. Ça partait sur des constatations qui étaient, par exemple, que le taux de schizophrénie, la prévalence de schizophrénie était beaucoup, beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'en Europe, et que les psychiatres disaient c'est pas possible, il n'y a aucune raison. Donc, est-ce qu'on parle bien de la même chose? Et pour uniformiser ça, aux États-Unis, en fait, on qualifiait de schizophrène beaucoup plus rapidement toute une série de personnes. On a eu le développement du DSM, donc un manuel de diagnostic. Alors, il existait déjà avant, il y avait DSM-1, DSM-2, etc. Mais c'est surtout le DSM-3 qui est révolutionnaire parce qu'il listait une série de symptômes qui étaient nécessaires pour poser un diagnostic. Donc on se mettait d'accord sur qu'est-ce que c'est vraiment, en tout cas dans ce qu'on peut observer, une schizophrénie, une maniaco-dépression, un TOC, etc. Voilà, il y a des critères. Et voilà, ces critères étaient basés sur des consensus entre experts qui disaient, pour qu'il y ait une schizophrénie, il faut
Ça, il faut du délire, des hallucinations, il faut que ça dure autant de temps, etc. Voilà, ça c'est la définition. Et l'espoir, à ce moment-là, du DSM, c'était de dire, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on a des catégories, on va pouvoir vraiment faire de la recherche correcte, on va pouvoir faire de la recherche génétique, on va pouvoir faire de la recherche d'efficacité de traitement, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et puis, maintenant on est à la version 5, DSM-5, et puis on a une deuxième crise de la psychiatrie qui apparaît. Donc la première crise, c'était, finalement, ça repose que sur du ça, il n'y a pas de critères qui existent clairs. On met en place des critères. Puis deuxième crise, mais ces critères posent un énorme problème parce que un de ceux qui avaient participé au fait de faire un des DSM, le 4, ici, écrit un pamphlet en disant si on applique les critères DSM, il y a un tiers de la population qui présente un problème psychiatrique. Et ça, c'est pas possible. Et derrière ça, dans son pamphlet, il dit mais finalement, c'est un truc des firmes pharmaceutiques pour faire vendre leurs produits. Donc ils étendent les indications tellement que énormément de gens sont concernés. Et dans ce qui est ciblé, il y a par exemple, il y a dans la population toute une partie de gens timides. Si on les appelle des phobiques sociaux, on dit que c'est une maladie, une pathologie psychiatrique, il faut un traitement, etc. Voilà, on étend des indications. Et donc, Franz Allen, il écrit ce bouquin « Saving Normal ». C'est-à-dire, il faut sauver la normalité. On ne peut pas dire que tout le monde a des problèmes psychiatriques ou qu'il y ait tellement de problèmes psychiatriques dans le monde. Voilà. Et puis, il y a un autre bouquin qui est plus récent, qui est écrit par un sociologue que j'ai trouvé très, 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 très chouette, qui est Nobody's Normal. Donc, il n'y a personne qui est normal. Donc, vous avez d'un côté, il dit il faut sauver la normalité. Si on applique les critères des DSM-3, il y a beaucoup trop de problèmes de gens qui ont des problèmes psychiatriques. Puis de l'autre côté, il dit mais en fait, si on regarde les choses sur toute une vie, qui n'a pas de problème psychologique ou psychiatrie à un moment donné de sa vie. Donc personne n'est épargné. Et alors, où se situe la vérité, je dirais, entre les deux, D'un côté, est-ce qu'on exagère sur le nombre de personnes qui ont des problèmes, et de l'autre côté, est-ce qu'on minimise voilà. Alors, pour donner une petite réponse, c'est que si on a des études maintenant qui suivent des corps de gens pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, et on regarde ce qui leur arrive tout au long de ce parcours, ce sont des études énormes, évidemment, sur des milliers de personnes. Une des études dont je vais reparler, par exemple, est une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande, l'étude de Dunedin. On a pris 1000 enfants et on les a suivis depuis la naissance jusque maintenant. Ils doivent avoir probablement, ils doivent être proches de la soixantaine. On les a suivis pendant toutes ces années et on a fait tous les tests qu'on pouvait imaginer. On a regardé leur génome, on avait conservé, donc on a pu, quand les possibilités d'analyse ont été plus importantes, on a pu avoir une analyse de leur génome entier. On a regardé tout ce qui leur arrivait, tous les événements qu'ils avaient dans leur vie. On les a réinterviewés plusieurs fois au cours de leur existence. On a interviewé leurs proches. Donc on a une idée incroyable sur un grand nombre de personnes, de ce qui se déroule, de tout ce qui peut se dérouler au cours d'une vie, et des différents événements qui vont avoir une influence là-dessus. Et le résultat de ce type d'études longitudinales, c'est que si on regarde les choses sur perspective de toute une vie, en effet, la plupart d'entre nous, on a des moments où on peut les qualifier comme on veut, mais des moments de gros problèmes,
Ça peut être des problèmes de dépression, des problèmes d'anxiété, des problèmes d'addiction, etc. Mais on a finalement à peu près 85% des gens ont des problèmes au cours de leur vie. Voilà. Et alors, ils se sont aussi demandé, mais qui sont les 15% qui restent, qui ne semblent pas avoir de problème, les chanceux. Et ceux-là ont apparemment des environnements très solides au point de vue familial, etc. Enfin bon, voilà, ils ont apparemment une série de facteurs de protection. Alors, donc, première crise de la psychiatrie qu'il y a avec Rosenham. Je m'empresse de dire Rosenham, j'avais envoyé ça d'ailleurs. On s'est rendu compte, parce qu'il est mort, David Rosenham, et on a eu accès aux archives et donc aux notes qu'il avait prises pour son article disant qu'on envoyait des gens normaux dans des structures psychiatriques et puis ils étaient pris pour des fous, etc. Et en fait, il a menti. Donc, alors que c'est publié dans Science, on s'est rendu compte qu'en fait, d'abord, il avait envoyé beaucoup moins de personnes dans les structures psychiatriques que ce qu'il avait dit, et puis c'est pas vrai que les psychiatres n'avaient pas eu la puce à l'oreille sur le fait de savoir s'ils étaient normaux ou pas normaux, et aussi s'ils s'étaient fait hospitaliser, le personnel avait quand même des doutes. Donc, c'était pas tout à fait vrai son histoire. Hein. Mais enfin, ça avait été quand même dévastateur, comme j'ai expliqué, avec Volodymyr Antikoku après, etc. Bon. Alors, comme je vous avais expliqué, pour toujours cette logique qui part de Kraepelin du 19e, pour qu'il y ait une vraie spécialité médicale, il faut qu'il y ait des diagnostics identifiés, que ces diagnostics identifiés permettent de faire des prédictions. On peut dire, tiens, telle personne a tel diagnostic, en général, voilà ce que ça devient, et puis il y a des traitements spécifiques. Et on a une nouvelle crise de la psychiatrie, je dirais, mais je vais le détailler un petit peu après, parce que on a maintenant des possibilités d'énormes études génétiques. Donc, et je vais reparler de ces méga-banques de données qui existent. Et ce que ça a montré, notamment ici un article de 2013, je pense que c'est un article qui a été fait... c'était plus de 30 000 patients dont on a scanné le génome entier. Et qui avaient des pathologies comme par exemple la schizophrénie, troubles bipolaires, l'autisme, le trouble difficile à l'attention, dépression. Et puis on regarde leur génome et on voit, tiens, est-ce qu'il y a des gènes qui ressortent comme étant des facteurs de vulnérabilité de ces pathologies. Et là, patatras, en fait, plusieurs variétés de gènes sont des gènes de susceptibilité, sont les mêmes pour des pathologies aussi différentes que la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression, l'autisme, etc. Donc on en revient de nouveau à un énorme problème, c'est-à-dire vous ne savez pas démontrer une spécificité de pathologie identifiée. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. Et parallèlement à ça, de nouveau la même idée que Menninger, c'est-à-dire c'est juste une question de degré, mais les causes sont les mêmes, c'est-à-dire les causes sont traumatiques, et puis si vous avez beaucoup de traumatisme, vous avez une grosse pathologie psychiatrique, mais fondamentalement, il n'y a pas une nature différente selon les pathologies. Et ici, un gros article aussi de 2018, qui montre qu'en fait, la comorbidité est la règle, donc c'est très rare que vous ayez un seul problème. Si vous avez une schizophrénie, vous avez souvent aussi une dépression et souvent une addiction aussi. Enfin bon. Et donc il y a la comorbidité est la règle. Et ce qui est la règle aussi, c'est que vous allez souvent trouver des antécédents traumatiques. Donc ça pose de nouveau le problème de la spécificité. Alors ce qui pose aussi un problème de crédibilité, c'est que au fil du temps, à côté
des diagnostics classiques, hein, je vous dirais les gros diagnostics psychiatriques classiques qu'on connaît, schizophrénie, maladie bipolaire, etc. Il y a sans arrêt des nouveaux diagnostics qui apparaissent. Et ça, c'est un peu troublant. Donc, je vais juste donner quelques exemples. Le syndrome de la guerre du Golfe date bien entendu de la guerre du Golfe, et il s'agissait d'un syndrome rapporté par des militaires qui avaient été envoyés en Irak, au Koweït, etc. Et à l'époque, donc début des années 90, on parlait beaucoup d'armes utilisées pendant cette guerre avec de l'uranium appauvri. Et beaucoup de militaires qui avaient été envoyés là en mission se sont plaints d'une série de symptômes, de nouveau de symptômes relativement inspécifiques, mais enfin un problème digestif, de maux de tête, de faiblesse, de fatigue, enfin voilà, de toute une série de choses. Et comme c'était en rapport avec leur mission au Golfe, on a appelé ça le syndrome de la guerre du Golfe. On a pu démontrer par après que il n'y avait aucun lien entre le fait d'avoir été exposé à des armes avec des bombes avec uranium appauvri et toute cette symptomatologie. Mais ce que ça montrait, c'est que évidemment, c'est stressant d'aller sur un terrain de combat, donc ça suscite toute une série de symptômes anxieux, de symptômes psychosomatiques. Et quand les gens ont une possibilité d'identifier, d'avoir un nom qui existe dans la société à un moment donné pour expliquer toute une série de symptômes, ils vont l'utiliser. Et on a ce phénomène revient sans arrêt, que ce soit pour la fibromyalgie, par exemple, ou plus récemment, par exemple, pour le Covid long. Donc ça, c'est à la mode, puisque ça suit la pandémie de Covid, etc. Et beaucoup de gens vont dire on a une fatigue inhabituelle, on a une série de symptômes physiques bizarres, on n'avait pas ça avant de l'infection, et donc c'est une conséquence de l'infection au Covid qui va durer longtemps. Alors, probablement qu'il y en a où c'est le cas, où il y a une réponse immunitaire qui est problématique, et puis il y a quelque chose qui... Il y a eu récemment une énorme étude française où ils avaient, avec l'accord des patients évidemment, suivi des milliers et des milliers de personnes qui ont fait le Covid, ils ont pris donc ou qui avaient une suspicion de Covid, ils ont fait des prises de sang, et ils ont pu faire, une fois que ces techniques se sont développées, ils ont pu vérifier si les personnes avaient vraiment eu. Et les symptômes de séquelles du Covid, ce que les gens rapportaient comme symptômes qu'ils ressentaient, aspécifiques de fatigue, etc., en fait, n'avaient pas de corrélation avec le fait qu'ils avaient ou pas fait le Covid, comme prouvé de par la sérologie. Donc, de nouveau, on se retrouve avec le même phénomène, c'est-à-dire que quand vous avez un nom qui existe à un moment donné, qui permet aux personnes d'avoir une explication par rapport à toute une série de symptômes qu'ils ressentent, ils vont utiliser ce nom. Surtout si ce nom est associé à une diminution de stigmatisation, c'est-à-dire n'est pas quelque chose orienté, c'est uniquement psychologique, c'est-à-dire en filigrane, c'est de votre faute, de votre responsabilité, et vous pourriez très bien avoir une action là-dessus si vous le vouliez. Ça, c'est un exemple. Alors, je vais juste donner un autre exemple qui est relativement à la mode aussi. C'est l'exemple des hauts potentiels. Alors, les hauts potentiels, en tant que diagnostic, et c'est très répandu, hein, beaucoup de psychologues s'occupent d'enfants dits à haut potentiel, etc. Mais comment est-ce que ça t'a apparu d'un point de vue historique ?
Ça n'existait pas des hauts potentiels avant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin bon, les gens étaient, soit c'était des petits génies comme Mozart, etc. Bon, c'était reconnu qu'ils étaient des petits génies, mais on parlait pas qu'il avait un potentiel d'être un génie, quoi. Bon, voilà, ça se voyait qu'ils étaient un génie. Et alors après la Deuxième Guerre mondiale, du côté des États-Unis, il y a eu une forte inquiétude quand les Russes ont eu la bombe atomique. Il y avait l'idée qu'il fallait absolument que du côté américain, on conserve une avance par rapport aux Russes, et une avance dans les sciences. Et il y a eu donc tout un programme d'identification de ce qu'on appelait les gifted and talented, c'est-à-dire les doués, les enfants doués, qu'on voulait pousser, leur donner des moyens supplémentaires pour arriver à ce qu'ils puissent arriver encore plus haut et gagner la course intellectuelle et scientifique avec les Russes. Donc ça a nécessité le fait de faire des screenings à large échelle, donc de TSEQI, etc., pour détecter les enfants qui avaient un potentiel et qu'on pouvait essayer de pousser. Et puis il y a eu une confluence, et c'est ça qui est intéressant. À un certain moment, je ne me souviens plus du nom, mais c'est dans un article que j'avais écrit. Donc, il y a eu une proposition qui était de dire, en fait, ces enfants avec un QI élevé ont une sensibilité particulière. Et ce sont des enfants sensibles qui ont des difficultés d'adaptation au monde parce qu'ils ont cette sensibilité particulière. Et c'est de cette confluence entre la détection des gifted and talented, ceux qui avaient une possibilité qu'on voulait pousser, et une attribution de caractéristiques psychologiques qui est né tout le concept du haut potentiel. Mais si on regarde les choses d'un peu plus loin, en fait, ce que nous montrent les études qui étudient l'adaptabilité des enfants en fonction de leur QI, en général, les enfants plus intelligents, en réalité, s'adaptent mieux. S'adaptent pas moins bien, s'adaptent mieux à leur environnement. Et on a donc ici une création relativement artificielle d'un concept qui, de nouveau, peut être utilisé par des enfants qui sont en difficulté ou par des parents qui voient leurs enfants en difficulté et qui est une identification d'une cause. Ah ben c'est parce qu'il y a une particularité qui est au potentiel. Et en faisant ça, on crée une réalité qui n'existait pas, c'est-à-dire une réalité de quelque chose qui devient un diagnostic et qui, avec des prophéties autoréalisatrices, induit toute une série de conséquences. Ça veut dire que des enfants à qui on dit qu'ils sont au potentiel, ce n'est pas neutre, bien évidemment, sur leur développement. Donc voilà, on a le problème de la psychiatrie, le problème, je dirais, d'une zone grise, toute une série de diagnostics qui apparaissent au fil du temps, qui vont muter, qui vont changer, qui vont être différents en fonction des époques, et qui vont donc participer au champ de la psychiatrie et de la psychologie. Alors, je vais... Oui. Bon, je vais un peu accélérer, mais pour dire que, de nouveau, par rapport à cette crise de la psychiatrie, et puis on aura l'occasion de discuter, il y a deux éléments qui permettraient de fonder la psychiatrie, de l'ancrer dans quelque chose de scientifique où elle pourrait répondre aux critiques en disant voilà, il y a quand même quelque chose, c'est pas que du ça, c'est pas que Brosnan disait. Et ces deux éléments qui pourraient raccrocher la psychiatrie à la médecine, c'est d'une part, si on trouve des anomalies génétiques spécifiques à certaines pathologies psychiatriques, on pourrait dire
ok, ben il y a quand même quelque chose qui se passe dans le cerveau, on ramène le cerveau à l'avant-plan. Et la deuxième chose, c'est si on trouvait, avec les techniques d'imagerie cérébrale, on fait des photos du cerveau, et on voit quelque chose de spécifique, ça ramènerait la psychiatrie dans le chose. Et en fait, pendant des années, des dizaines d'années, ça a été un désastre épouvantable. Donc, un désastre épouvantable. Pourquoi ça a été un désastre épouvantable? Parce que les études génétiques, ici j'en ai mis quelques-unes, mais de nouveau une étude parue dans une très grosse revue, c'était sur une communauté d'Amish aux États-Unis, donc une communauté génétiquement plus ou moins homogène, parce qu'ils venaient de ils étaient les descendants de quelques personnes qui avaient débarqué aux États-Unis, et puis il y avait quelques personnes qui avaient des problèmes de bipolarité, de maniaco-dépression là-dedans, et puis on a identifié une famille où il y en avait beaucoup, et donc on a tiré des inférences sur les gènes qui étaient éventuellement responsables. À peine 2 ans plus tard, démenti, ça ne marche pas, et le démenti, il avait suffi d'ajouter quelques personnes de la famille, donc cette famille étendue de 100 personnes, on a retrouvé 2-3 autres qui faisaient partie de la même famille, on a rajouté dans l'analyse, et hop, il n'y a plus rien qui marchait, statistiquement ça avait disparu, quoi. Et en fait, toutes les études génétiques, jusque récemment, je vais en parler quand même un petit peu, catastrophes non réplicables, essentiellement non réplicables, pour des problèmes de puissance statistique, peut-être des problèmes de biais de publication, enfin bon. Les plus grosses études, celles qui sont les plus citées, je les ai mis ici, sont des études magnifiques qui viennent notamment de cette étude de Dunedin dont je vous ai parlé, les 1000 enfants néo-zélandais, etc. Bon. Je vous avais expliqué, mais on avait accès à tout leur génome et à tout ce qui leur était arrivé dans la vie. Donc on avait une mine de données incroyable. Et on a une série d'études qui ont montré dans les années 2000 qu'en fait, il y avait un rôle de la génétique s'il y avait certaines conditions d'environnement qui étaient remplies. Si vous aviez à la fois, par exemple, une configuration génétique particulière et de la maltraitance en enfance, les deux ensemble, gène fois environnement, interaction gène-environnement, là vous aviez une probabilité, par exemple, de développer une dépression à l'âge adulte qui était... Et ce sont des études magnifiques qui ont été publiées dans les plus grosses revues. J'ai mis, par exemple, l'étude la plus connue sur un transporteur de la sérotonine et la maltraitance et le risque de la dépression, qui a été publiée en 2003, Science, et ça a été cité 10 000 fois. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des indices de citation de revues, mais quand un article est cité 10 000 fois, c'est une bombe. En psychiatrie, ça n'existe quasi jamais. Donc ça veut dire que tout le monde le cite, tellement c'est incroyable. Pourquoi est-ce que tellement on le cite? C'est parce que on se dit, wow, c'est génial. En fait, c'est pas les gènes façon nazie, quoi, ou l'environnement uniquement façon régime communiste, totalitarisme. C'est les deux ensemble. Il faut les deux. Hein, donc c'est tellement beau conceptuellement. On se dit, c'est extraordinaire. Mais tout est faux. En fait, donc, ces magnifiques études ne sont pas réplicables, n'ont pas été répliquées. Alors, maintenant, on a, et je vais petit à petit terminer là-dessus, ça a calmé mes angoisses existentielles dont je vous ai parlé au début. On a maintenant des incroyables possibilités d'études. Parce que... D'abord, les techniques de génétique se sont considérablement améliorées et on a des possibilités maintenant. Avant, il fallait des mois pour décoder un seul génome. Maintenant, vous mettez dans une machine et c'est en série, vous avez vos résultats, etc. Donc, les techniques se sont terriblement améliorées. Ce qui a aussi changé, c'est que dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, le big data est arrivé. Donc on a constitué
alors certains à l'échelle de pays, hein, par exemple, il y a des études danoises où il y a une volonté de santé publique d'avoir des données et des Danois qui sont volontaires et on enregistre tout chez eux, tout, toutes leurs données de santé, leur génome, tout le bazar. Soit des consortiums de plusieurs pays qui se réunissent pour pouvoir avoir des datas très importants, des banques génétiques très importantes, soit, un peu comme nous avons donné nos données à Google ou à Facebook, etc., toute une partie de la population donne volontairement des données génétiques, notamment aux firmes qui vous proposent de regarder votre génétique, de vous dire, tiens, vous êtes d'origine, il y a un peu d'origine caucasienne, un peu d'origine ceci, un peu d'origine ça, etc. Et les gens, avec un test salivaire, envoient volontairement à ces firmes leur génome, qui est évidemment conservé dans des bases de données comme Google, etc. le font. Donc il y a des firmes comme 23andMe qui disposent de centaines de milliers de génomes entiers et qui peuvent croiser ça. Et les gens sont volontaires pour donner souvent des données personnelles qui peuvent croiser ça avec toute une série d'autres données. Donc on a Big Data, mais quand on dit Big Data, ça veut dire qu'on est maintenant capable de faire des études génétiques sur des centaines de milliers de dépressifs. Donc on a quitté le monde ancien. Ces études génétiques de tellement grande ampleur, elles permettent enfin d'avoir des éléments réplicables. Et le monde qu'ils font entrevoir, c'est un monde terriblement compliqué. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait des années 80, on va trouver le gène de la schizophrénie, le gène de bipolarité, plus personne n'en parle, parce qu'il y a en fait des centaines de gènes qui sont des facteurs de risque pour des maladies psychiatriques. Ici, je vais juste... oui, je vais quand même en parler, parce que c'est très joli, même si c'est un tout petit résultat finalement. Vous avez une étude qui a été faite sur 37 000 patients schizophrènes, et plus de 100 000 contrôles. Et pour la première fois, on a pu identifier une série de gènes qui représentaient des facteurs de risque, qui étaient associés à la schizophrénie chez ces patients. Et pour la première fois, on a pu identifier un trajet complet. C'est-à-dire un trajet qui part d'un gène, d'une modification de gène, et qui arrive à la maladie. Donc c'est incroyable. Le seul problème, c'est que ce trajet complet, que je vais vous expliquer en quelques mots simples, ce trajet complet, c'est un trajet probablement parmi des centaines et des milliers d'autres. Ça n'explique qu'une toute petite partie, une infime partie de ce que nous appelons les schizophrénies. Donc c'est valable que pour une toute petite partie des personnes. Mais au moins, on a toute une explication qui va de A à Z. Et l'explication qu'on a ici, en fait, je vais la résumer. Oui, ce sont des belles images, mais donc je vais la résumer le plus simplement possible. On a, lorsqu'on est, on a une efflorescence énorme de neurones et de connexions. Donc on a des connexions qui se mettent dans tous les coins, et c'est normal parce qu'il faut que le cerveau se prépare à toutes les adaptations possibles. Et puis à l'adolescence, vous avez une rationalisation de ce réseau, c'est-à-dire que vous avez une espèce de jardinier qui vient et qui coupe les branches non utilisées et qui enlève toutes les connexions inutiles, etc. Et ça permet de renforcer l'efficacité du réseau. Et à l'adolescence, on a toute une série de fonctions supérieures qui apparaissent à pensée abstraite, etc. Et en fait, cette rationalisation qui fait que le réseau qui reste, les connexions qui restent sont plus efficaces parce qu'on a éliminé toute une série de connexions inutiles, voilà, on a élagué les choses. Eh bien, ce phénomène d'élagage dépend du système immunitaire, c'est-à-dire que ce sont les mêmes molécules qui vont permettre d'éliminer
des microbes, si vous voulez, ou des corps étrangers, vont permettre d'éliminer ces connexions inutiles. Donc il y a des molécules du système immunitaire qui vont aller, comme un garde forestier, se placer sur des connexions inutiles, comme on met des croix sur les arbres à abattre, et des macrophages, des cellules du système immunitaire qui vont aller manger, littéralement manger ces connexions inutiles, les faire disparaître, etc. Et le trajet qu'on a identifié, c'est qu'il y a un problème du côté de tout ce chemin qui fait que on a affaire à un jardinier fou, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a trop de connexions, un trop plein d'activités de ce système immunitaire, et trop de connexions sont éliminées. Et il y a littéralement une diminution de matière grise, mais qui est une matière utile, et donc des problèmes de connectivité cérébrale qui sont concomitants de la schizophrénie. Donc ça, c'est le 2017, donc la première fois qu'on a toute une histoire à raconter, mais qui ne concerne que, je ne sais pas moi, un patient schizophrène sur 1000 peut-être, ou je ne sais pas. Donc tout le reste reste à identifier. Et de la même manière, pour les dépressions, on a ici une étude qui, je crois, c'est 300 000 dépressifs. On a 102 variants génétiques qui semblent donner une susceptibilité. Et pour la première fois de toute l'existence de ces études génétiques, ça a été reproduit. Donc, c'est-à-dire qu'on a ces 300 000, on a une autre banque de données avec je ne sais plus combien, quelques centaines de milliers aussi, et on a les mêmes résultats. Et ce sont deux banques de données indépendantes. Voilà. Donc, pour dire, on commence seulement à avoir une réelle réplication qui permet de dire, OK, il y a quand même... C'est pas qu'une construction sociale, c'est pas que la faute de la société, c'est pas que, etc. Il y a quand même des mécanismes sous-jacents. Et pour l'imagerie cérébrale, c'est la même chose. On a aussi, avec l'évolution des techniques, l'apparition, je vais aller rapidement, mais l'apparition d'éléments qui nous disent OK, il peut y avoir des modifications structurelles au niveau du cerveau. Bon, ça, elles sont grossières, évidemment. On a un jumeau monozygote avec schizophrénie, un sans schizophrénie, vous avez une disparition de tissu cérébral chez celui qui a la schizophrénie. Plus récemment, l'idée que des traumas ont un impact sur le cerveau qui peuvent être vus. Les problèmes de réplication qui sont les mêmes que pour la génétique. Donc maintenant, on a aussi des mégabanques de données avec des RMN, par exemple, ou des imageries qui ont été faites chez des dizaines de milliers de personnes. Et alors là, on commence à avoir quelque chose qui est réplicable et qui éventuellement permet de faire des prédictions. Donc voilà. Alors, je vais terminer par un truc de science-fiction avant de clôturer tout à fait. Le gros problème qu'on a en psychiatrie, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que nous savons prédire très peu de choses. Et donc, par exemple, pour les traitements, c'est très embêtant parce qu'on ne sait pas dire, je ne sais pas moi, quelqu'un vient avec une dépression, une antidépression, on est incapable de dire si c'est le bon ou pas le bon, etc. On fait des essais-erreurs, on change, on modifie, on rajoute son petit alchimiste, etc. Mais on ne sait pas prédire. Et donc, et on ne sait pas prédire aussi parce qu'on ne comprend pas bien les mécanismes et qu'on ne sait pas personnaliser ces mécanismes. Et donc, voilà, donc on fait de l'empirisme pur. Ici, donc, je termine avec cette étude de science-fiction. Il y a quelques années, il y a un prix Nobel qui a été décerné pour la possibilité de modifier des cellules, de transformer des cellules, de cellules adultes, de les retransformer en cellules embryonnaires, cellules totipotentes. C'est-à-dire que ces cellules peuvent devenir n'importe quoi. Elles peuvent devenir du foie, du muscle, du cerveau, enfin voilà, on peut les transformer. Et à partir de ces cellules embryonnaires reconstituées, il y a moyen de les reconditionner pour les transformer en ce qu'on veut. Et c'est cette technique qui a été utilisée ici chez des patients
bipolaire, maniaco-dépressif, c'est-à-dire qu'on prend des cellules, de la peau, et puis plus récemment, ça a été fait sur base de lymphocytes, de cellules sanguines. Hop, on les met dans l'éprouvettes, on les transforme, je ne sais pas comment, je dois vous avouer, en cellules embryonnaires, et puis on les retransforme en cellules cérébrales, en neurones. Et en neurones, pas n'importe quel neurone, en neurone hippocampique, enfin une structure cérébrale bien précise. Et donc on a une culture de neurones du patient sans avoir été ponctionné des neurones chez lui. Et on peut faire ce qu'on veut avec ces neurones, et notamment, on peut rajouter des substances, on peut rajouter du lithium. Le lithium, c'est le traitement classique de la maniaco-dépression, la bipolarité. On rajoute du lithium sur ces cultures, et chez ces patients maniaco-dépressifs, il y a une hyperexcitabilité de ces neurones hippocampiques, donc ils sont, si vous les stimulez, ils restent stimulés, ils ne reviennent pas au repos facilement. Vous versez du lithium dessus, et chez certains patients, l'hyperexcitabilité disparaît, et chez les autres pas. Et en fait, les patients chez qui ça disparaît, ce sont ceux qui sont répondeurs au lithium. Donc, c'est-à-dire, c'est la première possibilité, à ma connaissance, de prédiction que vous pouvez savoir quel traitement va être efficace pour quel patient. Donc, c'est encore de la science-fiction, je dis, c'est pas pour demain qu'on va pouvoir généraliser ça, mais c'est de nouveau pour dire que il y a quand même, par rapport à toutes les grosses crises dont je vous ai parlé, tous les débats qu'il y a eu, on est encore loin d'arriver à une psychiatrie qui serait vraiment, où on comprendrait quelque chose et où ce serait basé sur des mécanismes connus, etc. Mais malgré tout, c'est une de mes conclusions, la psychiatrie ne repose pas que sur du sable. Voilà, c'était ça le message que je voulais faire passer, j'espère que j'y suis arrivé. Donc, bien sûr, les causes des maladies mentales sont extrêmement compliquées. Bien sûr, c'est un mélange de gènes, d'environnement, de culture, de la manière dont on nomme les choses, de construction sociale, de tout ce que vous voulez, d'épigénétique, de phénomènes culturels. Mais il y a quand même aussi un peu de science là derrière. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je remercie beaucoup notre conférencier. Je suis sûre qu'il est disposé à répondre à quelques questions. Et donc, si vous souhaitez intervenir... Oui. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Vous avez parlé de l'immunité. Je voulais savoir où en étaient les recherches sur l'influence du microbiote sur les maladies mentales et en particulier la dépression, parce que voilà, j'avais entendu qu'il y avait des liens qui se faisaient en ce moment sur l'influence des deux et plus de choses. Donc voilà, ceci ma question. Merci. Je ne suis pas un spécialiste du microbiote, donc je ne sais pas bien vous répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on dispose de nouvelles techniques, on les utilise, les chercheurs les utilisent. Ils ont des nouveaux jouets, ils vont les utiliser. Donc à partir du moment où c'est devenu possible d'étudier le microbiote, on l'a fait. Et on a multiplié les études, et puis on a regardé effectivement s'il y avait un lien avec des pathologies psychiatriques, avec le gros problème toujours qu'une corrélation n'est pas une causalité. Donc c'est pas parce que vous avez une association entre un microbiote qui semble différent et une pathologie psychiatrique qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Mais ça semble très très attractif. C'est une vieille idée, ceci dit, que la nutrition influence sur la santé mentale. Ça semble très attractif. Mais voilà, je pense qu'on n'en est pas à pouvoir... de nouveau, la question des mécanismes. Vous avez vu combien de temps ça a pris pour avoir un seul mécanisme où on est à peu près certain de tout un chemin pour la schizophrénie. Franchement, je pense qu'on n'est pas là pour ces études sur le microbiote.
récemment, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu toute une vague sur les oméga 3 à un certain moment. On disait, oh, les oméga 3, c'est magnifique. Et de nouveau, il y avait une logique là derrière, parce que ça entre dans la composition des membranes neuronales. On vous dit, on renforce la qualité des membranes neuronales, en fait. Hein, voilà. Il y a une méta-analyse récente sur l'influence d'une alimentation supplémentée en oméga 3 dans toute une série de problèmes pathologiques, dont la dépression, et c'est zéro. Voilà. Donc, mais on trouve des suppléments d'oméga 3 en pharmacie qui coûtent très cher. Et voilà. Mais c'est toujours la même question. Si on y croit, ben, ça va fonctionner. Enfin, c'est que Mesmer. Hein. Mais voilà. Donc peut-être que c'est une voie d'avenir, peut-être pas, je ne sais pas. Autre question? Je vais donc me permettre, dans cette perspective si j'ai bien compris, où la psychiatrie va peut-être devenir vraiment scientifique, on aurait un chemin vers ça. Qu'en serait-il des psychothérapies? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a un effet autre que l'effet placebo, d'une certaine manière, ou non? Voilà, mais ça c'est la discussion qu'il y avait avant, donc c'est encore un autre sujet en soi, évidemment. Mais comme je disais à Anne, les grands courants psychothérapeutiques reposent vraiment sur des cathédrales de la pensée. Franchement, c'est magnifique, les constructions qu'il y a là derrière, très élaborées, et qui sont des tentatives de nouveau d'interpréter ce qui est un être humain, ce qui fonde un être humain et la manière dont il se développe. Et bon, vous avez des conceptions très différentes, évidemment. Vous avez par exemple une conception de Freud avec son époque, qui est une conception, on a qualifié de philosophie du soupçon. C'est-à-dire, on dit, mais il y a quand même quelque chose de caché derrière, il y a un inconscient qui n'est pas très joli, quoi. Il y a des pulsions là derrière, et voilà, il y a une méfiance vis-à-vis de la nature humaine. Et un certain pessimisme en disant finalement on ne sait pas faire grand-chose. Il y a les normes sociales d'un côté qui permettent qu'une société soit possible, qu'une civilisation soit possible, puis toutes ces pulsions. Et tout ce qu'on peut faire de mieux, c'est que les gens soient confrontés à ces pulsions et qu'ils les reconnaissent en quelque sorte. Et c'est le but des traitements psychanalytiques. Parce que s'ils les identifient, ils pourront mieux les maîtriser, quoi. C'est l'idée d'un contrôle. Vous avez ces conceptions-là, vous avez des conceptions complètement différentes, pourtant sous le même label de psychanalyse, sont beaucoup plus récentes, de Code par exemple, qui dit, en fait, c'est pas les pulsions sexuelles ou agressives qui sont au centre du développement. C'est l'amour des parents qui vont contribuer au développement de la personne. Et en fait, l'enfant va vivre devant un miroir qui lui renvoie. Moi, je suis devenu grand-père depuis pas tellement longtemps, je vois très bien ce dont Coït parle, c'est-à-dire tout le monde... Quand vous avez un petit bébé, comme ça, tout le monde le regarde, c'est magnifique, oh, que c'est extraordinaire. Donc il a un miroir qui lui renvoie combien il est important. Et voilà, et il y a une construction pour Coït d'un narcissisme sain. Et puis quand ça se passe pas bien, quand les parents font pas ce qu'il faut, etc. Alors voilà, il y a des problèmes qui apparaissent. Et le but de la thérapie n'est pas confrontante comme Freud, mais en fait une thérapie qui veut de nouveau, avec un regard d'acceptation inconditionnelle, bienveillance, etc., de permettre à ce soi merveilleux potentiel de se développer, etc. Donc vous avez au sein du même courant psychothérapeutique des concepts complètement différents. Et alors dans les thérapies cognitivo-comportementales aussi, au fil du temps,
c'est incroyable comme les conceptions ont changé, parce que vous avez une conception mécanique que la personne est juste le résultat des apprentissages, ce qu'il a vécu, contingences d'environnement, donc a vécu des récompenses, des punitions, et puis toute la construction de la personne est liée à ça. C'est mécanique. Et puis on est passé à... Non, c'est la personne, c'est comment elle interprète le monde cognitif qui influence la manière dont elle se comporte. Et puis maintenant, la troisième vague ressemble comme deux gouttes d'eau à la psychanalyse, c'est-à-dire c'est l'idée d'un soi merveilleux qui choisit des buts et des valeurs et qui, avec un regard bienveillant et de la méditation pour un peu prendre la distance avec son soi, et voilà, va permettre le développement. Donc il y a des conceptions, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conceptions complètement différentes selon les différents courants psychothérapeutiques. Elles sont toutes fort intéressantes. Le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre les conceptions théoriques et l'efficacité de la psychothérapie. Aucun, quoi. Donc ça veut dire qu'en gros, quel que soit le courant psychothérapeutique et les constructions théoriques qu'il y a dessus, l'efficacité est la même. Et ça veut dire que probablement les psychothérapies reposent sur une série de facteurs communs qui sont le rituel de la rencontre humaine, l'appui sur la relation, l'espoir qui est suscité, un récit qui est fait, une narration sur lesquels le thérapeute et le patient sont d'accord ou se mettent d'accord sur les causes, sur ce qui s'est passé, etc. Et une incitation à l'ouverture, à voir les choses de manière différente. Voilà. Et c'est ça qui joue, plus que les constructions théoriques derrière. N'empêche que c'est magnifique. Moi, je trouve que le fait que des êtres humains sont en soi des traitements pour des autres êtres humains, c'est extraordinaire. Hein, mais y a pas, ça ne repose pas sur les constructions théoriques de départ. Voilà. Est-ce que ça a suscité chez vous une nouvelle question ? Oui, bonsoir. Enfin, voilà, donc j'ai écouté, enfin je suis un peu arrivé en retard, j'ai écouté votre conférence. Il y a d'abord une première réaction, j'ai aimé au sujet de l'autisme, parce que je suis psychologue, je travaille en France, et en France, voilà, on considère vraiment aujourd'hui que l'autisme, il y a vraiment une cause génétique. Bon, moi je suis pas d'accord, donc je suis content de vous l'entendre dire que les études vont dans ce sens, parce qu'il y a vraiment rien de qui est répétitif, des études qui montrent vraiment, on a identifié vraiment des choses particulières dans l'autisme. Voilà, donc ça c'était ma première réaction. Alors par contre, je suis un peu, voilà, j'ai voulu réagir parce que lorsque vous dites, la psychothérapie, ça ne repose pas sur des bases théoriques. Non, ça je suis pas d'accord, parce que vous parliez de Freud. Moi je suis psychologue jungien, je suis analyste jungien. Jung qui est un contemporain de Freud, tous les deux ont justement élaboré leur théorie sur de l'expérience. Et Jung lui-même a fait des analogies avec des traditions, avec d'autres cultures, avec l'histoire scientifique. Donc je suis d'accord que c'est vrai que ce qui est important, c'est la relation entre êtres humains, mais qu'on a quand même mis en évidence des processus thérapeutiques, c'est-à-dire des changements dans l'être humain qui se passent dans le développement. Dans la thérapie. Et alors, lorsque vous parliez tout à l'heure qu'on va un peu dans le sens de méditation, etc., oui, c'est un effet de mode, mais oui. Et moi, je pense, c'est mon opinion, la psychologie, on traite de psychisme, voilà, et que pour la guérison psychologique, il y a vraiment un processus énergétique qui se passe
chez la personne. Voilà, ça c'était mon opinion. Merci. Et d'abord, juste pour dire, pour l'autisme, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cogénétique. Il y en a. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas un gène, c'est qu'il y a des tas de gènes qui peuvent augmenter la susceptibilité. Et en fait, on a ce qu'on sait, c'est que probablement les gènes qui reviennent le plus souvent, donc, mais encore une fois, c'est pas un gène, c'est des centaines de gènes de susceptibilité qui sont présents. Probablement que ces gènes sont des gènes qui font partie de régions qui sont appelées des régions, alors avec, je me souviens plus du terme en anglais, mais enfin, qui sont en gros des gènes qui font partie de régions qui ont très rapidement muté dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que vous avez eu, au moment probablement de l'apparition du langage, un phénomène de latéralisation hémisphérique, donc le langage situé verbal situé à gauche, etc. Ces phénomènes de latéralisation hémisphérique, de développement spécifique de zones du cerveau qui ont permis des avancées cognitives au point de vue humain, se sont déroulées sur un intervalle de temps relativement court, pour autant qu'on ait ces horloges génétiques, et dans des zones à haute variabilité, c'est-à-dire à haute mutabilité. Ce qui a rendu l'espèce humaine probablement vulnérable à toute une série de phénomènes qui sont des risques d'épilepsie, des risques de retard mental, des risques d'autisme, des risques de schizophrénie, etc. Donc, qui sont liés à une fragilité parce que ces zones n'ont pas encore eu le temps de devenir stables au cours de l'évolution. Donc, je n'ai pas dit du tout qu'il n'y avait pas de cause génétique dans l'autisme, mais il n'y a pas une cause génétique unique. Il y a toute une série de gènes de susceptibilité. Et alors, pour la partie psychothérapeutique, mais encore une fois, les idées, que ce soit Freud ou Jung ou Aaron Beck ou pour Hayes, chaque fois, ce sont des merveilleuses idées. Je n'ai jamais dit le contraire. Ce sont toutes des narrations qui sont extraordinaires, qui sont, chacune de ces narrations a comme point de départ des observations. Ils font partie le plus souvent d'une herméneutique, c'est-à-dire une science de l'interprétation de ce qu'on voit. De dire, je vois ceci et cela chez mes patients, etc., et je l'interprète d'une certaine manière. Donc je crée un récit. Ce récit, franchement, dans 200 ans, je ne serai plus là, vous non plus, sans doute, mais je suis prêt à parier que ce ne seront pas les mêmes récits. On va pas avoir du tout les mêmes récits, les mêmes conceptions. Parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer un petit peu, l'individu du Moyen-Âge n'est pas du tout l'individu d'aujourd'hui. Et l'individu de dans 200 ans, il ne sera pas le même non plus. Si, parce que dans l'inconscient collectif, on remarque justement des symboles, des archétypes que l'on retrouve dans des traditions culturelles de différents pays, des personnes qui n'ont aucune connaissance, aucun apprentissage de certaines traditions et qui en rêvent. Donc ça, c'est de l'objectif, ce n'est pas de l'interprétatif. Ok, mais de nouveau, c'est une manière... La psychothérapie agit en justement comprenant ce qui se passe dans un psychisme. Je voulais simplement finir mon propos de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, voilà, donc la psychiatrie, heureusement qu'elle est là, mais elle se heurtera toujours à un problème qui est qu'elle veut appliquer un problème médical à une chose qui n'est pas
qui n'est pas que, mais moi ça je suis d'accord, qui est aussi culturel, qui est aussi historique, etc., et qui est psychique. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des invariants, dans l'espèce humaine, dans la structure du psychisme, et peut-être qu'ils existent dans une certaine mesure, des invariants, mais on ne sait pas ce qui est invariant. Moi, je ne sais pas si demain, je vois mes enfants, ils sont avec leur smartphone, etc., je les trouve déjà un peu différents de moi. Je ne sais pas dans 150 ans ou 200 ans, comme on sera, si l'humanité existe encore, comme on a l'intelligence artificielle qui arrive, etc., que seront les êtres humains dans 200 ans. Justement, c'est ça qui est la particularité de l'espèce humaine, c'est qu'elle est tellement plastique, elle est tellement... c'est ce qui a fait son adaptation. Elle peut être tellement différente, avoir des présentations tellement différentes selon les cultures, etc., qu'il y a pas de... il y a relativement peu d'invariants, probablement. Enfin, voilà. Merci. Une dernière question. Personne ne va retourner frustré de ne pas avoir réagi. Dans ce cas, je remercie encore notre conférencier. Je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre et je vous donne 2 informations. La première, c'est qu'on est en train de construire ici à Mons et avec l'ULB, notamment Charles Conreich, un certificat de philosophie de la santé mentale pour démarrer l'année prochaine. La deuxième information, c'est les prochaines conférences. Le 1er mars, Samuel Lestet viendra nous parler de l'histoire et des historiettes de la psychiatrie légale. Et le 16 mars, Jean-Noël Missa parlera de la naissance de la psychiatrie biologique. Mais restez attentifs aux informations parce qu'il se peut, vu l'affluence, que ça se passe dans un autre local. Voilà, merci.